sera des complexes et encore un petit peu des notions d'image et des notions d'image, des notions de... comment on appelle ça? Des notions de début d'année de sup, où on parle justement d'image, d'application, d'antécédents, tout ça. Donc c'est un bon petit mélange. Est-ce que c'est de l'analyse complexe? Je ne sais pas. Alfred, tu pousses. Mais voilà, c'est un exo qui mélange un peu tout ce qui est notions d'application de début de sup, notions de complexe, début de terme, et bon, complexe de sup aussi, hein, ça marche. On peut regarder cet exo, vous allez voir, il est intéressant, il y a plusieurs trucs, plusieurs techniques qu'on va appliquer. Donc on est parti. On dit soit f défini sur, alors on pose un petit, pour pas recopier tout le temps c auquel on retire 1, on pose c chapeau. Donc c chapeau c'est l'ensemble du plan complexe sauf 1. À valeur dans c par f de z égale ce truc là. Ok. Montrer que le module de f de z égale à 1 pour tous les z de l'ensemble. Ok. Alors on est parti, hein. Soit z appartient à c chapeau. Module de f de z égale. Bah c'est module de z-1, donc je vais faire doucement mais sur 1 moins z bar, égale, avec les propriétés du module, module de z-1 sur module de 1 moins z bar. Or, on sait aussi que module de z égale module de moins z égale module de z bar égale module de moins z bar. En gros, vous pouvez prendre le module de z ou de z bar, c'est le même, puis le module ne change pas vraiment pour un changement de signe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire z-1 ici, oui, et en dessous je vais me rendre compte qu'en fait c'est le module de 1 moins z, le tout bar, et donc en fait j'ai le module de z-1 divisé par le module de z-1 bar, qui est en fait le module de z-1, qui est égal à 1. On se rend compte par la forme de la fonction qu'en haut et en bas on a quasiment des trucs très proches, très similaires qui sont de la même famille, et qui sont en tout cas similaires par leur module. Donc c'est comme ça qu'on montre cette égalité. Alors, que peut-on en conclure pour l'instant sur f de d égale im de f? Bah, on a im de f, donc l'ensemble des images par la fonction, qui sont de module 1, donc je sais que c'est sur le cercle unité, donc c'est inclus dans U. U, encore une fois, j'ai du mal à faire ce joli U là, hop, U c'est quoi? C'est l'ensemble des z complexes, tels que module de z égale 1, c'est l'ensemble des complexes sur le cercle unité. Donc on sent quand on nous demande ça que peut-être tout l'exo va être à propos de peut-être montrer l'égalité entre im de z et grand U. Alors l'application f est-elle surjective? Ben f non surjective. Pourquoi? Ben parce que l'ensemble des complexes qui n'est pas de module 1 n'est pas atteint. Par exemple, car z égale 2 non atteint. Il faudrait que tout le plan complexe C soit atteint pour une fonction surjective. Bon là c'est pas le cas vu que l'ensemble de la fonction, bah, au lieu d'arriver dans tout le plan possible, c'est-à-dire que là on prend n'importe quel point si vous voulez de complexe sauf 1, on fait cette fonction, on arrive où? Et ben, oups, on prend cette fonction, on arrive où? Sur un cercle. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas surjective parce qu'on n'atteint pas du tout l'ensemble du plan. Donc non, pas surjective. Résoudre l'équation f de z égale 1. Ok. Bon, on est parti. Hein. F de z égale 1, là, faut lancer les calculs, c'est pas trop compliqué. Si et seulement si z-1 égale 1 moins z bar. Si et seulement si, là, faut le faire de manière élégante. Z plus z bar égale 2. Or, formule de l'heure, z plus z bar sur 2. On reconnaît la partie réelle de z. Si et seulement si la partie réelle de z égale 1. Bah donc ça fait une infinité de points, quoi. Si vous voulez... on a une infinité, l'ensemble de points de ces chapeaux qui arrivent sur l'image 1. Donc, f n'est pas injective. Elle serait injective si on avait chaque image qui était atteinte de manière complètement unique. Or ici c'est pas le cas vu que notre ensemble image c'est le cercle unité, le complexe 1 c'est celui-ci,
et on voit qu'il y a une infinité dans le plan. Si vous voulez, c'est un peu comme si, vu que c'est vrai que c'est un peu de l'analyse complexe, mais vu que j'ai un espace de départ qui est tout le plan, sauf ce point-là, et ensuite un espace d'arrivée qui est ça, et je viens de dire que tous les complexes, en gros, tous les complexes de partie réelle 1, donc sauf 1, arrivent sur ce complexe-là. Tous ceux-là se font envoyer ici, celui-ci, sont tous envoyés là. Bah, donc la fonction n'est pas injective, elle serait injective si on avait uniquement un seul complexe. En fait, on pourrait comprendre l'idée même de... À partir du moment où l'espace image est un cercle, qui est un truc, comment dire, j'utilise des mots un peu classiques, mais on vous dit qu'on arrive sur un cercle tout fin, tout petit en fait. Est-ce que c'est possible qu'on ait une fonction injective alors qu'on part de grand C qui est un plan entier? Un plan entier, c'est un domaine d'infinité beaucoup plus grand qu'un cercle. Un cercle unique, c'est une infinité de points, mais c'est une infinité de points d'une dimension très fine par rapport à un ensemble complexe, quasiment complet. Donc c'est quasi sûr qu'elle n'était pas injective. De manière intuitive et géométrique, c'est ça un peu l'idée. Voilà. Puis on peut le démontrer juste en disant, bah comme j'ai trouvé... je peux prendre 1 et me rendre compte qu'il y en a une infinité, enfin, qu'il y a une infinité de complexes qui arrivent dessus, bon ça marche aussi, mais voilà, il y a une intuition géométrique aussi sur la taille des ensembles. Ça vaut pas grand chose comme démonstration, mais c'est bien de le sentir. Alors, déterminer l'ensemble des complexes Z appartient à C chapeau, tel que Z appartient à R. Bah là, pareil, donc il y a un petit raisonnement à faire. Donc je vous le fais. On veut F de Z appartient à R. Il y a plusieurs raisonnements à faire ici. Je pense que là, vous avez une technique classique qui est on pose Z égale A plus IB, puis on regarde un peu ce que ça donne F de Z, puis on sépare partie réelle, partie imaginaire, on fait plein de calculs, et on dit, ben, ça sera réel quand la partie imaginaire est nulle. Moi, j'aime pas trop faire ça. Je préfère dire que c'est réel si et seulement si F de Z égale F de Z bar. Quand un nombre complexe est égal à son conjugué, alors il est réel. Et dans ce cas, c'est intéressant, parce qu'on peut écrire dans ce cas Z-1 sur 1 moins Z bar, qui est égal au conjugué de ça. Donc Z-1, hop, sur 1 moins Z bar. Mais là, je peux appliquer toutes mes petites propriétés de conjugué, et dire que le conjugué d'une fraction, c'est le conjugué de celui d'en haut divisé par le conjugué de celui. Donc si j'accélère un petit peu, ça fait Z bar moins 1 sur 1 moins Z bar le tout conjugué, qui me fait 1 moins Z. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que quand j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux écrire si et seulement si. Je fais un espèce de produit en croix qui va me donner Z-1 fois 1 moins Z égale 1 moins Z bar moins 1. Utiliser cette technique de on est réel si on est égal à son conjugué peut permettre d'éviter des calculs ultra lourds, qui sont un peu relous honnêtement. Oui, non, je me répète, mais qui sont ultra laborieux, à mettre plein de A plus IB, à faire des séparations qui sont ultra longues. Là, avec ça, vous avez quelque chose de beaucoup plus efficace. Oui, donc ça fait moins, donc ça fait Z-1 au carré, égale en effet, donc je mets un moins de chaque côté, Z bar moins 1 au carré. Donc oui, en effet, bonne petite erreur. Bah donc si et seulement si, Z-1 égale Z bar moins 1, ou Z-1 égale 1 moins Z bar. Et si et seulement si, je peux simplifier ça. Donc, j'obtiens Z moins Z bar, bon, Z égale Z bar, ou, là j'ai Z plus Z bar. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure en fait, sur 2 égale 1. Si et seulement si, ben Z appartient à R, ou RE de Z égale 1. Et voilà. Donc quand j'ai ça, Z appartient à R ou RE de Z égale 1, c'est cool. Donc je me dis, ben voilà, l'ensemble des nombres complexes qui se font envoyer sur grand R, ça va être uniquement les réels eux-mêmes, ce qui a du sens. Si je mets un réel dans la fonction là, forcément je vais avoir un réel. Je mets un réel ici et j'obtiens un réel ici aussi. Ou bien ceux de partie réelle égale à 1. Bon, ça après, ceux de partie réelle égale à 1, on les a déjà vus avant, on sait qu'ils arrivent sur le point 1. Que représente cet ensemble? Oui, Z est différent d'R, bien sûr. On sait que Z appartient à... Hop, ça c'est... Donc c'est... ouais, moins 1 si tu veux.
Ouais, ça sert à rien de mettre ça comme ça. Je vais mettre E et Z différents de 1. Donc c'est tout cela sauf 1, bien sûr. Bonne précision, merci. Là, la question qui me pose un peu problème, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, mais tout à l'heure quand j'ai quand même regardé l'exo et j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je représente l'ensemble E par rapport à F, je suis pas très sûr de moi, donc si vous avez une idée, dites-moi. L'ensemble E des complexes tels que f de z égale appartient à R. Bah, c'est deux droites en fait. Ce sont deux demi-droites. Je suis pas sûr de comprendre, donc en fait, c'est si on la trace, hein, j'ai tout ça. J'exclus 1, et donc j'ai la demi-droite des réels, enfin les deux demi-droites des réels autour de 1, donc moins l'infini 1, etc. Et puis la même chose pour tous ceux qui ont une partie réelle égale à 1, mais sauf 1 qui est exclu. Donc celui-ci est exclu, on a l'ensemble de ces deux droites-là. Et je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par que représente cet ensemble pour F. Je suis pas bien sûr, donc j'imagine que c'est l'ensemble des antécédents qui seront envoyés sur R. Donc soit c'est une question de cours en fait pour vous faire dire ce truc-là. C'est en fait c'est l'ensemble qui se fait envoyer sur R. Donc je pense que c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Je suis vraiment pas sûr, donc si vous avez une petite indication ou une intuition de ce qu'ils attendent, moi je dirais ça. Peut-être tout bête, hein, mais c'est juste, bah, voilà, faut balancer la définition de on a compris que l'ensemble des antécédents c'est ça, ok. Ou alors il y a autre chose qui m'échappe. Dernière question, on vous dit résoudre l'équation f de z égale e de i θ d'inconnu z, paramètre θ. Donc on pose un θ fixe, un θ réel, puis on essaye de voir ce truc-là. En gros, si on a un peu de recul sur l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est pas surjectif, non. C'est pas injectif, non, ok. On sait que l'image de f, c'est sur le cercle unité. Bon, ben, apparemment, préciser l'ensemble image de f, avec cette dernière question où on essaye d'atteindre un élément quelconque du cercle unité, on teste la surjectivité de la fonction qui a f associé, de la fonction qui part de C chapeau dans U. Donc dans C, on sait que c'est mort, voilà. Mais l'idée c'est est-ce qu'on va atteindre, est-ce qu'on n'aurait pas une fonction surjective si on cherche si on réduit f à U, donc est-ce qu'on arrive à atteindre tous les éléments du cercle unité U? C'est ça qu'on démontre ici, et je vais faire le calcul. On va regarder en gros. On vous dit résoudre, donc petit 4, f de z égale e de i θ. Si et seulement si, bah on est parti, hein, z-1 sur z bar moins 1. Non, c'est pas ça, c'est sur 1 moins z bar, pardon. Égale e de i θ. Si et seulement si, mon but c'est d'isoler z parce que c'est z mon inconnu. Donc je vais écrire z moins 1 égale e de i θ moins e de i θ fois z bar. Je mets tous les éléments en z d'un côté, donc ça fait z plus e de i θ z bar égale 1 plus e de i θ. Alors quand je vois ça, je commence à avoir une petite intuition que je vais peut-être faire une espèce de règle de l'angle moitié. Bon, on va voir. Hein. Et là, je me dis, il faut que je pose z. Je vais pas pouvoir résoudre pour z avec z et z bar écrit comme ça. Donc je vais dire z, je vais l'écrire... vu qu'on a des e de i θ, je vais plutôt tenter d'écrire z sous forme, comment on appelle ça, exponentielle. Donc soit, ρ positif et alpha appartient à r. Donc je sais trouver ρ et alpha, tel que z, son z, je le prends différent de 0, hein, égale ρ de e de i θ. Oups, e de i alpha. Alors, je prends z différent de 0, parce que si z vaut 0, bah, f de 0 égale moins 1. Voilà, c'est réglé. J'ai f de 0 égale moins 1. Donc je peux atteindre e de i θ et θ égale pi. Donc je peux l'écrire ici. J'ai f de 0 égale moins 1 égale e de i pi. Et là, je prends z pour z différent de 0. Donc j'écris z comme ça. Et donc je peux obtenir f de z égale e de i θ. Si et seulement si. Alors je vous cache pas, je le fais un peu en live là. Je sais pas si ça va aboutir, mais ρ e de i alpha plus ρ e de i θ fois e de i moins alpha, parce que z bar sera e de i moins alpha, donc c'est θ moins alpha, égale 1 plus e de i θ. Si et seulement si, alors ça fait ρ e de i alpha plus e de i θ moins alpha, égale, j'ai envie de vous rappeler quand même quelques formules, 1 plus e de i θ, je peux faire un angle moitié et dire que c'est e de i θ sur 2 fois 2 cos θ sur 2. Donc je vais l'écrire comme ça. Ça fait 2 e de i θ sur 2 cos
cos θ sur 2. Et en fait, je vais faire la même chose avec E de I alpha plus E de I θ moins alpha. En fait, je fais quoi? Je factorise par l'angle moitié. Donc l'angle moitié, c'est quoi? Bah c'est... Ah bah c'est intéressant, parce qu'ici ça fait alpha plus θ moins alpha, divisé par 2. Bah oui, alpha plus θ moins alpha... Je me gourre pas là, c'est bien l'angle moitié, ça fait θ, donc ça fait θ sur 2, ok, cool. Donc je mets en facteur E de I θ sur 2 fois E de I alpha moins θ sur 2 plus E de I θ sur 2 moins alpha, oui ça marche. Et donc c'est égal à, on retrouve une formule intéressante, E de I θ sur 2 fois 2 cos alpha moins θ sur 2. Alors est-ce que ça va être intéressant? Je crois que oui. Si je me gourre pas... on va s'en sortir je pense. Avec ça on devrait s'en sortir à peu près, si et seulement si... Alors, 2 E de I θ sur 2. Ok. Rho cos alpha moins θ sur 2 égale 2 E de I θ sur 2, ça fait plaisir parce que je vais pouvoir tout dégager, cos θ sur 2. Donc 2 E de I θ sur 2, ça dégage, et j'obtiens, si et seulement si, rho cos alpha moins θ sur 2 égale cos θ sur 2. Ce qui est quand même incroyable. Bah, c'est un peu particulier, mais j'ai rho différent de 0. Bah, en fait, j'ai juste un lien entre les deux. Donc je peux dire si et seulement si z s'écrit. En fait, ça va être ça, c'est un peu bizarre, mais cos θ sur 2 divisé par cos alpha moins θ sur 2. Ce truc-là, c'est égal à rho. Alors il faut que ce truc-là soit différent de 0. Il faudrait que tout ça soit différent de 0 pour que je puisse diviser sans problème. Donc j'allais chercher les cas où ce truc... Bon, on va peut-être faire ça pour le faire propre, même si là je fais ça un peu niveau prépa, on va regarder. Cos alpha moins θ sur 2 égale 0. Si et seulement si. Le cos il est égal à 0 quand c'est pour k pi sur 2 quoi. Alpha moins θ sur 2 égale k pi sur 2. K appartient à z. Si et seulement si. Disons que θ est fixé. Enfin voilà, ça, je veux alpha égale θ plus k pi, le tout sur 2. K appartient à z. Ouais. Et donc si j'ai ce alpha précisément, bah c'est ce alpha qui est interdit en haut. C'est interdit parce que ça marche pas. Donc je vais pouvoir dire ça. Donc je vais pouvoir dire au final, hop, ça je le mets ici. Donc si et seulement si. Bah z s'écrit en gros. Z égale. Si je vais être bon. Cos θ sur 2 divisé par cos alpha moins θ sur 2 fois. On a dit que c'était quoi la suite? E de I alpha. Alpha n'appartient pas à l'ensemble des θ plus k pi sur 2. K appartient à z. Voilà, je crois que ça c'est pas mal. Et je pense que là c'est bon. Donc j'ai trouvé l'ensemble des z qui écrivent l'ensemble des z qui arrivent sur E de Iθ. Je pense que c'est cela. Ils ont pour module ce truc là, ce ratio, fois E de I alpha, sachant qu'alpha est interdit, n'a pas le droit à ces valeurs. Donc voilà, c'est un ensemble de z assez complet. Je sais pas trop s'il y avait une manière de faire plus simple que ça. Peut-être avec l'écriture algébrique, pourrez-vous me disiez si vous avez une idée. Mais donc en gros, je peux trouver une infinité de nombres qui arrivent dessus. Donc je peux conclure, en conclusion, im de f. Donc là en conclusion, j'ai bien montré que n'importe quel élément de U peut être image d'un certain antécédent par f. U est donc inclus dans im de f. Donc avec ce qu'on a fait à la première question, im f égale U. Voilà.